L'étranger démasqué. Chapitre 7. L'étranger était entré dans le petit salon de l'auberge vers 5h30 du matin. Il y resta jusqu'à midi, les stores baissés, la porte close. Personne, après l'expulsion de Hall, ne s'aventura auprès de lui. Pendant ce temps-là il dut jeûner. Plusieurs fois il sonna, la dernière fois d'une manière furieuse et prolongée, on ne lui répondit point. Avec son « Allez au diable », vraiment, disait Madame Hall. Alors arriva une vague rumeur de vol commis au presbytère et l'on rapprocha les événements les uns des autres. Hall, accompagné de Wadger, sortit pour aller trouver M. Suclefort, le magistrat, et lui demander son avis. Personne, après lui, ne se risqua dans la place. À quoi l'étranger passa-t-il les heures? On l'ignore. De temps en temps, on l'entendit marcher à grands pas, de long en large, 2 fois on perçut des jurons, un bruit de feuillets déchirés, un fracas de bouteilles brisées. Cependant grossissait le petit groupe des gens effarés, mais voulant savoir. Madame Huxter survint. Quelques jeunes gens très gais, en noir, vêtements confectionnés, col de celluloïd, cravate de papier, c'était le lundi de la Pentecôte, se joignirent au groupe, avec des questions confuses qui augmentaient le désordre. Le jeune archiarcaire se signala en traversant la cour pour glisser un regard furtif sous les stores baissés du salon. Il ne put rien distinguer, mais il bavarda, laissant croire qu'il avait vu, et d'autres jeunes gens d'Alping firent cercle autour de lui. C'était bien le plus beau lundi de Pentecôte qu'il fût possible de rêver. Tout le long de la grande-rue était aligné une douzaine de baraques, un tir, sur le gazon, auprès de la forge, 3 roulottes, jaunes et chocolat, quelques pittoresques forains des deux sexes dressaient un jeu de massacre. Les hommes portaient des jerseys bleus, les femmes des tabliers clairs et des chapeaux à lourdes plumes, tout à fait à la mode. Woudier, du Fan Rouge, et M. Jagger, le savetier, qui vendait aussi des bicyclettes d'occasion, étaient occupés à suspendre, en travers de la rue, des pavillons éclatants qui avaient jadis servi dans le pays à célébrer le premier jubilé de la reine Victoria. À l'intérieur, dans l'obscurité voulue du salon où n'avait pénétré ce jour-là qu'un pauvre petit rayon de soleil, l'étranger, affamé, nous devons le supposer, craintif, enveloppé dans ses vêtements chauds et incommodes, lisait attentivement son journal à travers ses lunettes fumées, ou entrechoquait ses petites bouteilles sales, et de temps à autre, pestait bruyamment contre les enfants qui l'entendaient, sans les voir, en dehors des fenêtres. Dans un coin, auprès du foyer, les morceaux d'une demi-douzaine de bouteilles brisées, une odeur piquante de chlore empoisonnait l'air. Voilà tout ce que nous savons, d'après ce que l'on devina d'abord et ce que l'on trouva plus tard dans la chambre. Vers midi, l'étranger ouvrit tout à coup la porte de son salon et apparut, regardant fixement les 3 ou 4 personnes qui étaient dans le bar. Madame Hall. Appela-t-il. Quelqu'un aussitôt alla timidement prévenir Madame Hall. Après un moment, celle-ci arriva, un peu essoufflée mais d'autant plus furieuse. Hall était toujours absent. Elle avait préparé la scène et apportait sur un petit plateau la note à régler. « Est-ce votre note que vous désirez, monsieur ? Pourquoi ne m'a-t-on pas donné à déjeuner ? Pourquoi n'a-t-on ni servi mon repas, ni répondu à mes coups de sonnette ? Pensez-vous que je puisse vivre sans manger ? Et ma note, pourquoi n'est-elle pas payée ? Répliqua Madame Hall. Voilà ce que je voudrais bien savoir. Je vous ai dit, il y a 3 jours, que j'attendais de l'argent. Et je vous ai répondu, il y a 3 jours, que je n'avais pas à attendre vos entrées de fonds. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ce que votre déjeuner est un peu en retard, puisque ma note est bien en retard depuis 5 jours, n'est-ce pas ? L'étranger lança un juron bref, mais énergique. Non. Non. Entendions du dehors. Je vous serais vraiment obligé, monsieur, si vous vouliez garder vos jurons pour vous. Les yeux de l'étranger prirent une expression de plus en plus irritée. On estima généralement, dans le bar, que Madame Hall avait l'avantage sur lui. La suite de l'entretien montra qu'on ne se trompait pas. Dites donc, ma brave dame, reprit l'autre. Il ne s'agit pas de « brave dame ». Je vous ai dit que mon argent n'était pas arrivé. Votre argent, vraiment. Mais je crois bien que, dans ma poche. Vous m'avez dit, il y a 3 jours, que vous n'aviez plus sur vous qu'1 souverain environ. Oui, mais j'en ai retrouvé d'autres. Crise ironique à l'extérieur. Ah. Ah. Je serais curieuse de savoir où. Le mot parut vivement contrarier l'étranger. Il frappa du pied. Que voulez-vous dire ?
Où donc avez-vous trouvé de l'argent? Et d'ailleurs, avant que je reçoive rien, avant que je vous serve à déjeuner ou que je fasse pour vous quoi que ce soit, vous aurez à m'expliquer une ou deux choses que je ne comprends point, que personne ici ne comprend et que tout le monde est très désireux de comprendre. Je veux savoir ce que vous avez fait à ma chaise, là-haut, et je veux savoir comment, votre chambre étant vide, on vous y a trouvé pourtant. Mes pensionnaires entrent par les portes, c'est la règle de la maison, et c'est ce que vous ne faites pas. Je veux savoir comment vous êtes rentré. Et je veux savoir encore. Soudain l'étranger leva en l'air ses mains toujours gantées, frappa du pied encore une fois et cria. Assez. Avec tant de violence qu'il fit taire Madame Hall. Vous ne comprenez pas, dit-il, qui je suis ni ce que je suis. Je vais vous le montrer. Parbleu. Je vais vous le montrer. Il mit alors sa main ouverte sur sa figure, et lorsqu'il la retira, il y avait, au milieu de son visage, un trou noir. Tenez. Et, faisant 2 pas en avant, il tendit à Madame Hall quelque chose que celle-ci, les yeux en arrêt sur cette face transformée, accepta machinalement. En voyant ce que c'était, elle poussa un grand cri, laissa tomber l'objet et recula en chancelant. Le nez, c'était le nez rosé et luisant de l'étranger, roula sur le parquet avec un bruit sourd de carton creux. Il ôta ses lunettes, et chacun dans le bar demeura bouche bée. Il enleva son chapeau et d'un geste viol, arracha ses favoris et ses bandeaux. Un pressentiment passa comme l'éclair à travers le bar. Oh! Mon Dieu! Cria Théon. Et tout le monde s'enfuit. C'était plus épouvantable qu'on ne peut se le figurer. Madame Hall, frappée d'horreur, poussa un gémissement et se dirigea vers la porte de la maison. Jugez donc. On s'attendait à voir des balafres, des difformités, des horreurs réelles, mais rien, rien. Les bandeaux et la perruque traversèrent à la volée le corridor et allèrent tomber dans le bar, où les gens firent des sauts de carpe pour ne pas être atteints. Et tous de dégringoler le perron, en cohue. En effet l'homme qui se tenait là, hurlant une explication incohérente, était des pieds jusqu'au col un gaillard solide et gesticulant, mais au-dessus du col, c'était le néant. Rien. Rien que l'on pût voir. Les gens, dans le bas du village, entendirent des cris, des clameurs, en regardant la rue, ils virent l'auberge vomir au dehors tout son monde. Ils virent Madame Hall tomber et Teddy en frais sauter pour ne pas culbuter sur elle. Ils entendirent les hurlements d'effroi de Mélie, qui, surgissant soudain de la cuisine au bruit du tumulte, s'était heurté à l'étranger sans tête. Un véritable sauve-qui-peut. Sur le champ chacun, d'un bout à l'autre de la rue, le marchand de confiserie, le propriétaire du jeu de massacre et son aide, l'homme de la balançoire, gamin et gamine, élégants de village, pimpants de jeunes filles, vieillards en blouse et bohémiennes à tablier, commencèrent à courir, en un clin d'œil, une foule de 40 personnes peut-être fut rassemblée, grossissant d'ailleurs toujours. Et ce furent des allées et venues, des huées, des questions, des exclamations, des suppositions, à n'en plus finir, devant l'établissement de Madame Hall. Chacun paraissait pressé de parler en même temps que les autres, résultat, la tour de Babel. Un petit groupe soutenait Madame Hall, que l'on avait relevée évanouie. C'était la discussion la plus confuse, coupée par les dépositions incroyables d'un bruyant témoin oculaire. Au revenant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de mal à la fille, hein? Il a couru sur elle avec un couteau, je crois. Pas de tête, je vous dis. Et ce n'est pas une manière de parler, je dis bien, un homme sans tête. Bah. C'est une supercherie, un tour de physique. Il a envoyé promener ses bandages. En se bousculant pour l'apercevoir par la porte ouverte, la foule prit la forme d'un coin mouvant dont la pointe, composée des curieux les plus aventureux, était près de l'auberge. Il s'est arrêté un instant, j'ai entendu le cri de la fille, puis il a fait demi-tour. J'ai vu des jupons passer rapidement, et il a couru derrière. Cela n'a pas pris 10 secondes. Le voilà qui revient, avec un couteau à la main et un pain. Il se met là où il était tout à l'heure, comme s'il regardait. Il n'y a qu'une minute, il a passé par cette porte-ci. Je vous dis qu'il n'a pas de tête du tout. Vous avez manqué. Il y eut un mouvement en arrière et l'homme qui parlait s'interrompit pour se mettre de côté et laisser passer une petite procession qui se dirigeait résolument vers la maison. Ouvrant la marche, Monsieur Hall, très rouge et très décidé, puis Monsieur Bobby Jaffer, l'agent de police du village, puis le prudent Monsieur Wadger. Il venait maintenant muni d'un mandat d'arrêt.
Le peuple continuait à échanger tout ou des renseignements contradictoires sur les faits récents. Qu'il ait oui ou non une tête, dit Jaffer, je dois l'arrêter, et je l'arrêterai. Monsieur Hall s'avança vers le perron, se dirigea droit vers la porte du salon et la trouva béante. Agent, ordonna-t-il, faites votre devoir. Jaffer entra, Hall après lui, Wadjer le dernier. Dans la demi-obscurité, ils virent le corps sans tête tourné de leur côté, avec une croûte de pain dans une main gantée, dans l'autre main, un bout de fromage. C'est lui, dit Hall. Par le diable. Qu'est-ce que tout cela signifie? Telle fut la question irritée que l'on entendit sortir d'un peu plus haut que le cou de cet homme. Vous êtes, ma foi, un drôle de personnage, monsieur. Déclara Jaffer. Mais, avec ou sans tête, mon mandat dit, prise de corps. Le service est le service et... Touchez pas. Cria le corps en se rejetant en arrière. Soudain, il jeta par terre pain et fromage, et monsieur Hall n'eut que le temps de s'emparer du couteau qui était sur la table. Alors la main gauche de l'étranger ôta son gant et le lança à la figure de Jaffer. En un instant, celui-ci, coupant court à la notification de son mandat, eut saisi le poignet sans main, étreint la gorge invisible. Il reçut sur le tibia un coup retentissant et se mit à hurler, mais sans lâcher prise. Hall fit glisser le couteau sur la table jusqu'à Wadjer qui, pour ainsi dire, jouait le rôle de représentant de la force publique, puis il fit quelques pas en avant, au moment où Jaffer et l'étranger, s'étreignant, se frappant, luttaient et se démenaient tout près de lui. Une chaise était sur leur passage, elle fut bousculée avec fracas et ils tombèrent ensemble. « Prenez les pieds !» cria Jaffer entre ses dents. Monsieur Hall, tandis qu'il s'efforçait d'obéir, reçut dans les côtes un grand coup qui l'immobilisa une minute. Monsieur Wadjer vit que l'étranger décapité avait, en roulant, pris le dessus sur Jaffer, il battit en retraite vers la porte, le couteau toujours à la main, et se heurta ainsi à monsieur Huxter et au charretier de Siderbridge qui accouraient prêter main forte à la loi et à l'ordre. Au même instant, tombèrent du haut du chiffonnier 3 ou 4 bouteilles d'où se répandit dans la pièce une odeur piquante et âcre. « Je me rends !» s'écria l'étranger, quoiqu'il tînt Jaffer par terre. Et aussitôt il se releva, haletant, de plus en plus bizarre, sans tête et sans main, car il avait enlevé son gant droit, après le gauche. « Ce n'est pas la peine, ajouta-t-il, d'une voix étouffée. C'était bien la chose la plus étrange du monde que d'entendre cette parole qui semblait sortir du vide, mais les paysans du Sussex sont peut-être les gens les plus positifs qu'il y ait sur terre. Jaffer se releva, à son tour, et exhiba une paire de menottes. Mais il ouvrit de grands yeux. « Dites donc, vous, reprit-il, déconfit subitement par l'absurdité de toute la scène. Sapristi. Je ne peux pas m'en servir, à ce que je vois. » L'étranger fit courir sa manche du haut en bas de son gilet et comme par miracle, les boutons que suivait cette manche se trouvèrent défaits. Alors il palpa sa jambe et se baissa, un autre eût semblé porter la main à ses souliers, à ses chaussettes. « Mais, s'écria Huxter, tandis qu'il était ainsi penché, ce n'est pas un homme. Ce ne sont que des vêtements sans corps. Regardez, on peut voir, par son col, la doublure des habits. Je pourrais y mettre mon bras. » Deux étendit la main, mais il crut rencontrer quelque chose dans l'air et il la retira, avec un cri perçant. « Je vous prie d'ôter vos doigts de mes yeux. » disait la voix aérienne du ton d'une prière farouche. « La vérité est que je suis là tout entier, tête, mains, jambes, et le reste, mais il se trouve que je suis invisible. C'est bien ennuyeux, mais c'est ainsi. Ce n'est vraiment pas une raison, il me semble, pour que je sois mis en pièces par tous les imbéciles d'Iping. » Déboutonné maintenant, et soutenu par un corps invisible, tous ses vêtements restaient debout, avec le geste des poings appuyés sur les hanches. Plusieurs hommes du peuple étaient entrés, la salle était tout à fait encombrée. Invisible, et, dit Huxter, qui ignorait les méfaits de l'étranger. Qui a jamais entendu parler de choses pareilles? Cela peut être bizarre, mais ce n'est pas un crime. Pourquoi suis-je attaqué de cette manière par un agent de police? Ah! Cela, c'est autre chose. Riposta Jaffer. Point de doute que vous ne soyez un peu difficile à distinguer en plein jour. Mais je suis porteur d'un mandat, et tout est en règle. Ce que je poursuis n'est pas invisible, c'est le vol commis au presbytère. On s'est introduit dans une maison, on a pris de l'argent. Eh bien? Et les circonstances donnent à penser. Baliverne, que tout cela,
s'écria l'homme invisible. Je le veux bien, monsieur. Mais j'ai reçu des ordres. Soit. Je vous suivrai. Mais pas de menottes. C'est la consigne. Déclara Jaffer. Pas de menottes. Répéta l'étranger. Excusez-moi. Tout à coup le fantôme s'assit et avant que personne eût pu se rendre compte de ce qui se passait, les pantoufles, les chaussettes, le pantalon avaient été poussés du pied sous la table. Puis l'étranger se redressa et jeta loin de lui son habit. Là. Empêchez-le. Cria Jaffer comprenant soudain ce qui arrivait. Il saisit le gilet se débattit, la chemise, s'en échappant, le laissa flasque et vide aux mains de l'agent. Tenez-le bien. Criait à tue-tête Jaffer. Si jamais il sort de ses habits. Tenez-le bien. Répétait chacun. Et tout le monde se précipitait sur cette chemise blanche qui s'agitait et qui était maintenant tout ce que l'on pouvait voir de l'étranger. Une manche de cette chemise porta un mauvais coup en pleine figure à Hall, qui se trouvait là, les bras ouverts, il tomba à la renverse sur le vieux Toutsomme, le sacristain. L'instant d'après, la chemise fut soulevée et s'agita d'une manière désordonnée le long des bras, comme une chemise qu'un homme ôte par-dessus sa tête. Jaffer la saisit, il ne fit qu'aider à l'enlever. Il fut frappé à la bouche avec une telle violence qu'il en perdit le souffle. Aussitôt il tira son bâton, et ce fut Teddy en frais qui l'atteignit brutalement sur le sommet de la tête. Attention! Attention! Tout le monde criait, se garait et tapait dans le vide. Tenez-le! Fermez la porte! Ne le laissez pas échapper! Je tiens quelque chose. Là! Là! Il faisait tout le bruit d'une vraie babelle. Tous, semblait-il, étaient atteints en même temps. Sandy Wadger, avisé comme toujours et l'esprit particulièrement aiguisé par un coup effrayant reçu en plein nez, rouvrit la porte et abandonna la partie. Les autres, le suivant aussitôt, furent entassés un moment dans l'angle, près de la sortie. Les coups continuaient à pleuvoir. Fitz eut une dent de devant cassée, et pour en frais, c'est le cartilage de son oreille qui fut endommagé. Jaffer fut frappé sous la mâchoire, en se retournant, il se heurta à quelque chose interposé entre Huckster et lui, qui les empêcha de tomber l'un sur l'autre, il sentit une poitrine vigoureuse. Bientôt, tous les combattants échauffés gagnèrent la salle déjà remplie de monde. Je le tiens! Hurlait Jaffer, bousculé et trébuchant au milieu de la foule, la figure cramoisie, les veines gonflées, luttant toujours contre l'ennemi qu'il ne voyait point. On s'écarta de droite et de gauche au moment où ses adversaires peu ordinaires, entraînés vers la porte extérieure, allaient en tournoyant dégringoler la demi-douzaine de marches de l'auberge. Jaffer, d'une voix étranglée, poussa un cri, il tenait bon néanmoins et jouait du genou, mais il pirouetta sur lui-même et tomba lourdement, la tête sur le gravier. C'est alors seulement que ses doigts lâchèrent prise. Il y eut des cris furieux. Tenez-le bien. On ne le voit pas. Etc. Un jeune homme, étranger au pays, et dont le nom ne fut pas connu, se précipita d'un trait, rencontra un obstacle, trébucha et vint tomber sur le corps étendu de l'agent. Au milieu de la route, une femme jeta un cri comme si elle se cognait à quelque objet inaperçu, un chien, battu probablement, hurla et se sauva en aboyant dans la cour de Huckster. Et c'est ainsi que disparut l'homme invisible. Pendant un moment, les gens demeurèrent ébahis, puis il y eut tout à coup une panique qui les dispersa à travers le village, comme un coup de vent disperse les feuilles mortes. Seul, Jaffer resta sur place, en bas du perron, tout à fait immobile, les genoux ployés, la face tournée vers le ciel. Sur le passage de l'homme invisible. Chapitre 8. Ce chapitre est extrêmement bref. On y apprend l'aventure de Gibin, le naturaliste amateur de la paroisse. Tandis qu'il était couché, presque endormi, sur les immenses dunes, dans un isolement absolu, il entendit tout près de lui le bruit d'un homme toussant, éternuant et maugréant avec fureur. Il tressaillit et ne vit rien. Pourtant, cette voix résonnait, il n'y avait pas à en douter. Elle continuait de maugréer, avec cette ampleur et cette variété auxquelles se reconnaissent les jurons d'un homme bien élevé. Elle monta, puis baissa, puis se perdit au loin, du côté d'Aderdéan, à ce que crut Gibin. Elle éclata dans un éternuement nerveux et mourut tout à fait. Gibin ne savait rien encore des événements de la matinée, mais le phénomène était si frappant, si troublant, que sa sérénité de philosophe n'y résista point,
il se releva précipitamment et descendit au pas de course la pente raide de la côte, dans la direction du village, aussi vite qu'il le put. Monsieur Thomas Marvel. Chapitre 9. Représentez-vous Monsieur Thomas Marvel sous les traits d'un homme à grosse figure mobile, au nez en forme de protubérance cylindrique, à la bouche lipue et flasque, à la barbe bizarre et hérissée. Son corps avait une tendance à l'embonpoint et ses membres courts accentuaient encore cette disposition. Il portait un chapeau de soie aux poils rebroussés, et les boutons remplacés trop souvent par des bouts de ficelle, aux endroits de son costume qui avait le plus besoin d'être soutenu, trahissaient le célibataire endurci. Monsieur Thomas Marvel était assis sur le bord de la route, à environ 1,5 milles d'Iping. Ses pieds déchaussés passaient à travers les trous de ses chaussettes, on voyait ses larges orteils se dresser comme les oreilles d'un chien en arrêt. Nonchalamment, il faisait tout nonchalamment, il se disposait à essayer une paire de bottes. C'étaient bien les bottes les meilleures qu'il eût possédées depuis nombre d'années, un peu trop larges seulement, celles qu'il portait, très convenables pour les temps secs, avaient la semelle vraiment trop mince pour les jours pluvieux. Or, Monsieur Thomas Marvel détestait les chaussures larges, d'autre part, il redoutait infiniment l'humidité. Jamais, en somme, il ne s'était bien inquiété de ses préférences, mais la journée était belle, et il n'y avait rien de mieux à faire. Aussi disposa-t-il les 4 chaussures en un groupe harmonieux sur le sable, puis il les examina. En les voyant là, dans l'herbe naissante, il lui vint à l'esprit que ces 2 paires étaient très vilaines. Il ne fut pas du tout étonné d'entendre une voix derrière lui. En tout cas, ce sont des chaussures, disait cette voix. Oui, des chaussures données, répondit Monsieur Marvel, les considérant, la tête penchée, avec mépris. Quelle est la paire la moins horrible des 2? Sacristi. Je veux être pendu si je le sais. Fit la voix. Au fond, j'en ai porté de plus mauvaises, il m'est même arrivé de ne pas en porter du tout, mais pas de plus cyniquement laides, passez-moi l'expression. Dire que j'ai mendié des chaussures pendant des jours, parce que j'étais dégoûté de celles que j'ai. Celles-ci, évidemment, sont en bon état. Nous autres, touristes, nous tenons beaucoup à nos souliers. Vous me croirez si vous voulez, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé autre chose, dans ce sacré pays. Voyez-moi un peu ça. Et, cependant, en général, un bon pays pour les chaussures, vraiment. Mais c'est bien là ma chance ordinaire, des hauts, des bas. Je me suis servi dans ce pays 10 ans, sinon plus. Et, maintenant, être traité de cette façon-là. C'est un sale pays, dit la voix. Et quant aux habitants, de sales gens. N'est-ce pas, dit Thomas Marvel. Seigneur. Ces bottes, c'est une horreur. Il tourna la tête, par-dessus son épaule, à droite, pour examiner les chaussures de son interlocuteur avec l'idée de faire la comparaison. Ah, bien, wish. Là où auraient dû être les pieds de l'interlocuteur, il n'y avait ni pieds ni jambes. Il se retourna vers la gauche, là non plus, il n'y avait rien. Une lueur d'étonnement lui traversa l'esprit. Où êtes-vous, dit-il, en se mettant à 4 pattes. Il vit une certaine étendue de la dune solitaire. Le vent agitait au loin les genêts verdoyants. Suis-je donc ivre? Se demanda Monsieur Thomas Marvel. Ai-je eu des hallucinations? Est-ce à moi-même que je parlais? Que diable! N'ayez pas peur, reprit la voix. Assez de ventriloquie comme ça. Dit Marvel, se dressant vivement sur ses pieds. Où êtes-vous? Peur. Plus souvent. N'ayez pas peur, répéta la voix. C'est vous qui aurez peur dans une minute, imbécile. Où êtes-vous? Que je vous attrape. Après un intervalle. Vous êtes donc mort et enterré? Pas de réponse. Monsieur Thomas Marvel restait là, déchaussé, stupéfait, sa veste posée à terre. Piouit. Siffla un vanneau dans le lointain. Piouit, fit Monsieur Marvel. Ce n'est pas l'heure de plaisanter. La dune était désolée, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. La route, avec ses fossés peu profonds et ses poteaux blancs en bordure, courait unie et solitaire au sud comme au nord, et sauf ce vanneau, le ciel bleu, lui aussi, était vide. Que Dieu m'assiste! Fit Monsieur Thomas Marvel, en remettant sa veste. C'est ce que j'ai bu? J'aurais dû m'en méfier. Non, ce n'est pas ce que vous avez bu, répliqua la voix. Calmez vos nerfs. Oh, s'écria Marvel.
Et son visage devint blême, sous le hâle. C'est ce que j'ai bu, répétaient ses lèvres sans faire de bruit. Et il jetait des regards ébahis autour de lui. Et il reculait, à pas compter. Je jurerais bien que j'ai entendu une voix, murmura-t-il. Certainement. La voilà encore, fit monsieur Marvel en fermant les yeux et en passant la main sur son front, d'un geste tragique. Il fut tout à coup saisi au collet secoué violemment, et resta plus effaré que jamais. Ne faites pas la bête, ajouta la voix. C'est bon, mon brave, on s'en va. Tout cela est inutile. Il n'y a pas de quoi discuter pour ces bottes éculées. Je m'en vais. Mais, c'est peut-être des esprits. Non. Écoutez. Hein, mon brave? Une minute, fit la voix vibrante d'énergie. Alors? Demanda Marvel, qui venait d'avoir la sensation d'être touché à la poitrine par un doigt. Ainsi vous croyez que je suis un esprit, rien qu'un esprit? Que seriez-vous, autrement, dit Marvel en se grattant la nuque. Très bien, fit la voix avec un ton de soulagement. Maintenant, je vais vous lancer des pierres jusqu'à ce que vous ayez changé d'avis. Où êtes-vous donc? La voix ne répondit pas, et une pierre, comme venue du ciel, passa en sifflant, il s'en fallut de l'épaisseur d'un cheveu qu'elle n'atteignit l'épaule de monsieur Thomas Marvel. Celui-ci, se retournant, vit un autre caillou suivre une trajectoire savante, demeurer suspendu un instant, puis tomber sur le sol d'un mouvement si rapide qu'il en était presque imperceptible. La stupeur l'empêcha de s'esquiver. Une troisième pierre fendit l'air, ricocha sur un de ses orteils nus dans le fossé. Monsieur Thomas Marvel sauta à cloche-pied et hurla bien fort. Il voulut courir, trébucha contre un obstacle qu'il ne voyait point et ayant fait une culbute, se retrouva assis par terre. À présent, continua la voix, tandis qu'une dernière pierre, décrivant une courbe dans l'air, restait suspendue au-dessus du cheminot, suis-je encore une hallucination? Monsieur Thomas Marvel, pour toute réponse, essaya de reprendre son équilibre, roulé de nouveau, il se tint immobile une minute. Si vous faites un mouvement, ce caillou vous casse la tête. C'est une belle action. Fit monsieur Thomas Marvel, assis, tenant dans sa main son pied blessé et levant les yeux sur le dernier projectile. Je n'y comprends rien. Des pierres qui volent toutes seules. Des pierres qui parlent. Descendez donc, allons, vite. Je me rends. La pierre tomba. C'est bien simple. Je suis un homme invisible. Dites-moi quelque chose, répondit monsieur Thomas Marvel, haletant, où êtes-vous caché? Comment avez-vous fait? Je l'ignore. Je suis invisible. C'est tout? Voilà ce que je vous prie de comprendre. Personne ne pourra croire cela. Vous n'avez pas besoin, monsieur, d'être furieusement impatient. Voyons, donnez-nous une idée, comment êtes-vous caché? Je suis invisible, c'est le grand point. Et voilà ce que je vous prie de comprendre. Mais où êtes-vous? Interrompit Marvel. Ici, à 6 mètres de vous. Allons donc. Je ne suis pas aveugle. Vous allez bientôt me dire que vous êtes du vent. Je ne suis pas de ces vagabonds ignorants. Soit. Je suis l'air subtil, c'est à travers moi que vous voyez. Ainsi, vous n'avez rien de matériel? Une voix et comment dirais-je? Des phrases, des mots. Est-ce cela? Je suis un être humain, solide, ayant besoin de nourriture, de boissons, de vêtements. Mais je suis invisible. Y êtes-vous? Invisible? Invisible? Quoi? Vraiment? Oui, un être très réel. Alors, dit Marvel, donnez-moi une de vos mains, si vous êtes réel. Je ne suis pas un octeux si bizarre que vous ne puissiez. Seigneur. Ajouta-t-il, vous me faites sauter, en me serrant ainsi. Une fois ses doigts dégagés, il palpa la main qui avait étreint son poignet, lui suivit timidement le bras, il tapota une forte poitrine, il reconnut une figure à barbe, avec quel étonnement. Je suis confondu. C'est incroyable. Alors, à 1 mille de distance, je pourrais voir un lapin à travers vous. Il n'y a pas un bout de votre personne qui soit visible, sauf. Il scrutait attentivement l'espace vide en apparence. N'avez-vous pas mangé récemment du pain et du fromage? Demanda-t-il. Oui, vous avez raison, cela ne s'est pas encore assimilé. Ah. Voilà qui est vraiment surnaturel.
Tout cela n'est pas aussi effrayant que vous le croyez. Ça l'est déjà bien assez pour moi. Il ne m'en faut pas tant. Mais comment vous y êtes-vous pris? Comment diable cela se fait-il? C'est une trop longue histoire. Et d'ailleurs, je vous le répète, tout cela est prodigieux. Écoutez ce que j'ai à vous dire. J'ai besoin d'aide. Je vous ai rencontré. Je suis tombé sur vous, à l'improviste. J'étais égaré, fou de rage, nu, impuissant. J'aurais commis un meurtre. Et je vous ai vu. Seigneur. Je me suis approché de vous, j'ai hésité, j'ai poursuivi ma route. La physionomie de Marvel exprimait la terreur. Puis, je me suis arrêté. C'est, me suis-je dit, un pauvre diable, comme moi-même. C'est l'homme qu'il me faut. Alors, je me suis ravisé, je suis venu à vous, et... Seigneur. Gémit de nouveau Marvel. Je suis tout étourdi. Puis-je vous adresser une question? Comment se fait-il? Qu'est-ce que vous pouvez bien, vous, invisible, me demander comme secours? Je vous prie de m'aider à trouver des vêtements, un abri, les autres choses indispensables. J'ai abandonné tout ce qui était à moi. Si vous ne voulez pas, soit. Mais vous m'aiderez, il le faut. Je suis trop abasourdi, fit Marvel. Ne me bouleversez pas davantage. Laissez-moi. Il faut que je reprenne un peu de calme. Vous m'avez à peu près écrasé un orteil. Tout cela est insensé. Personne sur la dune. Rien là-haut. Rien de visible à plusieurs milles, que la nature. Voilà qu'une voix arrive à mon oreille, une voix venant du ciel, puis des pierres, puis un coup de poing. Mon Dieu! Rassemblez vos esprits, car il faut absolument faire la besogne que je vous ai assignée. Monsieur Marvel enfla ses joues, ses yeux devinrent tout ronds. Oui, je vous ai choisi, insista la voix. Vous êtes le seul être, exception faite des quelques imbéciles de là-bas, qui sache l'existence de cette chose invraisemblable, un homme invisible. Il faut que vous m'assistiez. Aidez-moi, je ferai pour vous ce que je pourrai, un homme invisible est un homme puissant. Il s'interrompit pour éternuer bruyamment. Mais si vous me trahissez, si vous négligez de suivre mes instructions. Il fit une pause et frappa vigoureusement sur l'épaule de Monsieur Marvel. Celui-ci poussa un gémissement de terreur et s'éloignant du point redoutable. Je n'ai pas l'intention de vous trahir. N'allez pas croire cela. Quoi que vous fassiez, je désire vous aider. Seulement, dites-moi ce que j'aurai à faire. Seigneur. Tout ce que vous voudrez, je suis disposé à le faire. Visite de Monsieur Thomas Marvel à Alping. Chapitre 10. Après que la première panique se fut dissipée, Alping se mit à discuter. Le scepticisme tout à coup dressa la tête, un scepticisme un peu inquiet, pas du tout intrépide, scepticisme néanmoins. Rien n'est plus facile que de ne pas croire à un homme invisible. En somme, ceux qui avaient vu notre héros s'évanouir dans l'espace ou qui avaient éprouvé la vigueur de son bras, on pouvait en faire le compte sur les doigts. De ces témoins, M. Wadger manquait pour l'instant, puisqu'il s'était prudemment mis en sûreté derrière les verrous et les barreaux de sa propre demeure. Jaffer, lui, était couché, étourdi, dans le salon de l'auberge. Et de grandes idées étranges, qui dépassent l'expérience, ont parfois moins d'effet sur les hommes et les femmes que de petites considérations plus prochaines. Alping était joyeux et paré. Chacun avait revêtu ses habits de fête. Les réjouissances de ce lundi de Pentecôte étaient attendues depuis un mois et plus. Dans l'après-midi, les gens même qui croyaient à l'homme invisible commencèrent à reprendre leurs petites distractions ou du moins essayèrent d'y revenir, supposant qu'il était définitivement parti. Quant aux sceptiques, toute l'histoire n'était pour eux qu'une farce. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, crédule et incrédule également, fut extrêmement gai ce jour-là. Le pré de Iceman était décoré d'une tente, où Madame Bunting et d'autres dames préparaient le thé, tandis que les enfants faisaient des courses et jouaient à divers jeux sous la direction bénévole et bruyante de Mesdemoiselles Cuss et Sackbut. Sans doute, il y avait dans l'air une certaine inquiétude, mais les gens, pour la plupart, avaient le bon esprit de dissimuler tout ce que leur imagination leur faisait éprouver de malaise. Sur la place du village était en grande faveur, surtout auprès des jeunes gens, un câble incliné le long duquel, en se suspendant à une poulie pourvue d'une poignée, on glissait rapidement jusqu'à un gros sac placé à l'autre extrémité.
grand succès aussi pour les balançoires et les jeux de massacre. Il y avait encore un orgue à vapeur, attaché à un petit manège de chevaux de bois, et qui remplissait l'air d'une âcre odeur de graisse chaude et d'une musique moins désagréable. Les membres du club, qui avaient assisté à l'office dans la matinée, étaient superbes sous leurs insignes roses et verts, les plus joyeux avaient orné leurs chapeaux de ruban aux couleurs éclatantes. Le vieux Fletcher n'avait sur la manière de célébrer les fêtes que des idées plutôt graves, soit à travers le jasmin, soit par la porte ouverte de son jardin, on pouvait le voir, auprès de la fenêtre, dressé avec précaution sur une planche que supportaient 2 chaises, et badigeonnant à la chaux le plafond de sa chambre. Vers 4 heures, un étranger entra dans le village, venant du côté des dunes, un petit homme, court, vigoureux, sous un chapeau tout à fait râpé. Il paraissait hors d'haleine, ses joues se gonflaient très fort. Sa figure colorée semblait craintive. Il s'agitait avec la vivacité de quelqu'un qui se débat. Il tourna l'angle de l'église et se dirigea vers l'auberge que nous connaissons. Par parenthèse, le vieux Fletcher se rappelle l'avoir vu, il fut même si frappé de cette agitation anormale que, par inadvertance, tandis qu'il regardait, il laissa une quantité de son lait de chaux lui descendre le long du pinceau jusque dans la manche. L'étranger, selon l'observation du propriétaire du jeu de massacre, sembla se parler à lui-même, M. Huckster en fit aussi la remarque. Il s'arrêta devant le perron de l'auberge et d'après M. Huckster, parut en proie à une lutte intérieure avant de pouvoir se décider à entrer. Finalement, il gravit les marches, M. Huckster le vit tourner à gauche et ouvrir la porte du salon. M. Huckster entendit même des voix qui, de l'intérieur de la pièce et du bar, avertissaient l'homme de son erreur. « Salle réservée !» cria Hall. L'étranger referma la porte gauchement et pénétra dans le bar. Au bout de quelques minutes, il reparut sur le seuil de l'auberge, s'essuyant les lèvres du revers de la main et avec un air de satisfaction et de calme qui, d'après M. Huckster, était affecté. Il demeura un moment à regarder autour de lui, puis M. Huckster le vit marcher d'une manière furtive et suspecte vers la grille de la cour, sur laquelle donnait la fenêtre du salon. Après un peu d'hésitation, il s'accota contre un des montants de la grille, tira de sa poche une petite pipe en terre et se mit à la bourrer. Ses doigts tremblaient. Il l'alluma gauchement et croisant les bras, commença de fumer dans une attitude languissante que démentaient d'ailleurs des coups d'œil rapides jetés de temps à autre sur la cour. Tout cela, M. Huckster le suivit par-dessus son étalage de marchand de tabac, la singularité de ses allures l'engagea à continuer ses observations. Tout à coup l'étranger, se redressant, fourra sa pipe dans sa poche, puis il disparut dans la cour. Aussitôt M. Huckster, s'imaginant être le témoin de quelque menu larcin, fit en courant le tour de son comptoir et se précipita dans la rue pour couper la retraite au voleur. Au même instant, M. Marvel reparaissait, le chapeau de travers, un gros paquet enveloppé d'un tapis de table bleu dans une main, et dans l'autre main, 3 volumes ficelés ensemble, comme on le reconnut plus tard, avec les bretelles du pasteur. Dès qu'il eut aperçu Huckster, il poussa une sorte de soupir convulsif et tournant vivement à gauche, il se mit à courir. « Au voleur ! Arrêtez-le !» cria Huckster en s'élançant à sa poursuite. Les sensations de M. Huckster furent vives, mais brèves. Il vit l'homme, juste devant lui, bondir avec agilité vers l'angle de l'église, dans la direction des dunes, il le vit dépasser les drapeaux et les oriflammes du village en fête, 2 ou 3 figures seulement s'étaient tournées vers lui. De nouveau M. Huckster brailla, « Arrêtez-le ! Au voleur !» et le pourchassa vaillamment. Mais il n'avait pas fait 10 enjambées que sa cheville fut saisie par une étreinte mystérieuse, il ne courut plus, il fendit l'espace avec une incroyable rapidité, soudain sa tête se rapprocha du sol, et du monde, il ne vit plus que 36 chandelles, indifférent dès lors à tout ce qui pouvait arriver. Dans l'auberge. Chapitre 11. Pour bien comprendre ce qui s'était passé dans l'auberge, il faut revenir en arrière jusqu'au moment où M. Marvel fut aperçu de M. Huckster, par sa fenêtre. À ce moment précis, M. Cuss et M. Bunting se trouvaient dans le salon. Ils en étaient à passer sérieusement en revue les événements bizarres de la matinée et avec la permission de M. Hall, ils se livraient à un examen minutieux des affaires de l'homme invisible. Jaffer était à peu près remis de sa chute, il était rentré chez lui, aidé par ses amis. Les vêtements éparpillés de l'étranger avaient été enlevés par Madame Hall, on avait remis en ordre la chambre à coucher. Sur la table, devant la fenêtre où l'étranger avait ordinairement travaillé, Cuss avait trouvé 3 gros livres manuscrits intitulés Journal. Journal.
répéta Cus, en s'asseyant et en plaçant deux des volumes de manière à supporter le troisième, qu'il ouvrit. Pas de nom sur la feuille de garde, c'est ennuyeux. Des chiffres. Et des figures. Le pasteur vint regarder par-dessus son épaule. Cus tourna les pages, le visage subitement désappointé. Sapristi. Rien que des chiffres, Banting. N'y a-t-il pas des figures, des dessins qui jettent quelque lumière? Voyez vous-même. Il y a, d'une part, des signes mathématiques et d'autre part, des caractères, du russe, ou quelque autre langue de ce genre-là. Il y a aussi des lettres grecques. Pour ce qui est du grec, je pense que vous. Sans doute, fit Banting, en ôtant et en essuyant ses lunettes. Il était subitement très gêné, car, pour ce qui lui restait de grec dans la tête, ce n'était pas la peine d'en parler. Oui, le grec, évidemment, peut nous fournir un fil, une piste. Je vais vous en trouver un passage. J'aimerais mieux auparavant jeter un coup d'œil sur les 3 volumes, reprit M. Banting, en essuyant toujours ses verres. D'abord une impression générale, Cus, et alors, vous comprenez, nous pourrons chercher le fil. Il toussa, remit ses lunettes, les assujettit avec soin, toussa de nouveau, et fit des vœux pour qu'un incident quelconque vînt empêcher la fâcheuse épreuve qui paraissait inévitable. Il prit avec de lentes précautions le volume que lui tendait Cus. À ce moment, l'incident souhaité se produisit. La porte s'ouvrit tout à coup. Les 2 hommes tressaillirent, regardèrent autour d'eux. Ils eurent presque du plaisir à voir une figure d'un rose de corail au-dessous d'un chapeau à la soie rebroussé. « Ce n'est pas ici le bar ?» demanda le personnage, immobile, les yeux fixes. « Non », répondirent ensemble ces 2 messieurs. « De l'autre côté, mon brave », ajouta M. Banting. « Et veuillez fermer cette porte », cria M. Cus d'un ton irrité. « Parfait », dit l'intrus d'une voix profonde, tout à fait différente, semblait-il, de la voix rauque de sa première question. Puis, avec sa voix de la première fois. « C'est bon, fit-il. Larguez. » Il s'en alla et ferma la porte derrière lui. « Un matelot, je pense, dit Banting. Ce sont de braves gens. Larguer? Oui, c'est un terme de marine, s'appliquant, je pense, à son départ de cette pièce. Sans doute, fit Cus. J'ai les nerfs tout à fait ébranlés aujourd'hui. Cela m'a fait sauter, cette porte s'ouvrant de cette façon. Monsieur Banting sourit, comme si lui-même n'avait pas sauté aussi. Et maintenant, reprit-il avec un soupir, à nos livres. 1 minute. Fit Cus, qui alla fermer la porte à clé. Comme cela, nous serons à l'abri de toute invasion. Il en était là, lorsqu'il y eut un reniflement. Une chose est indiscutable, déclara Banting en attirant un siège auprès de celui de Cus. Il s'est certainement passé des choses étranges à Iping pendant ces jours derniers, des choses très étranges. Je ne puis pas ajouter foi, évidemment, à cette histoire absurde d'un homme invisible. C'est incroyable, en effet vraiment incroyable. Mais ce fait subsiste que j'ai certainement vu jusqu'au fond de sa manche. Mais avez-vous vu? En êtes-vous bien sûr? Supposez, par exemple, un miroir. Les hallucinations se produisent si facilement. J'ignore si vous avez jamais vu un physicien vraiment habile. Je ne veux pas recommencer à discuter. Nous avons épuisé cette question-là, Banting. Maintenant il s'agit de ces volumes. Ah. Voici quelques lignes de ce qui me paraît du grec. Ce sont des lettres grecques, certainement. Monsieur Cus avait le doigt sur le milieu de la page. Monsieur Banting se pencha légèrement pour regarder de plus près, ce grec était écrit en caractères des plus fins. Il songea que tous ses paroissiens croyaient à sa connaissance des textes grecs et hébreux, fallait-il donc avouer? Ou bien retrouverait-il des bribes de sa science? Tout à coup il éprouva une singulière sensation à la nuque, il essaya de remuer la tête, il rencontra une résistance invincible. C'était une compression extraordinaire, l'étreinte d'une main solide et lourde qui lui portait irrésistiblement le menton vers la table. Pas un mouvement, mes petits messieurs, murmura une voix, ou je vous casse la tête à tous les deux. Banting regarda la figure de Cus, alors toute rapprochée de la sienne, il y vit le reflet de sa propre épouvante. Je suis fâché de vous traiter avec rudesse, reprit la voix, mais je ne peux pas faire autrement.
Depuis quand avez-vous appris à fureter dans les notes secrètes d'un savant? Deux mentons heurtèrent la table en même temps, et deux mâchoires claquèrent. Depuis quand avez-vous appris à envahir le domicile privé d'un homme dans le malheur? Et le choc se renouvela. Où a-t-on mis mes vêtements? Écoutez. La fenêtre est fermée, et j'ai pris la clé de la porte. Je suis passablement fort, et j'ai le tisonnier sous la main, et je suis invisible. Il n'y a pas à en douter, je pourrais vous tuer tous les deux et si je le voulais, m'en aller le plus facilement du monde. M'entendez-vous? Parfaitement. Eh bien, si je vous laisse aller, me promettez-vous de ne pas faire de bêtises et d'exécuter ce que je vous dirai? Le pasteur et le médecin se regardèrent l'un l'autre, et le docteur fit la grimace. Oui, dit M. Bunting. Et le docteur répéta. Oui. Alors leur cou échappa à l'étreinte, ils se redressèrent, la figure très rouge, faisant aller leur tête de droite à gauche et de gauche à droite. Veuillez rester assis où vous êtes, dit l'homme invisible. J'ai là le tisonnier, vous savez, quand je suis entré dans cette pièce, poursuivit-il après avoir mis le tisonnier sous le nez de chacun de ses visiteurs, je ne m'attendais pas à la trouver occupée, et je m'attendais, par contre, à trouver, avec mes livres de notes, toute ma garde-robe. Où est ma garde-robe? Non, ne vous levez pas. Je vois très bien qu'elle n'est plus ici. Or, en ce moment, quoique les journées soient assez chaudes pour qu'un homme invisible puisse aller et venir, les soirées sont froides, j'ai besoin de vêtements et de quelques autres petites choses. Il me faut aussi ces 3 livres. L'homme invisible se fâche. Chapitre 12. Il est inévitable que, arrivé à ce point, le récit s'interrompe de nouveau, pour une certaine raison très pénible que l'on saura tout à l'heure. Tandis que cela se passait dans le salon, tandis que M. Huckster guettait M. Marvel fumant sa pipe contre la grille de la cour, M. Onfray et M. Hall, dans le bar, continuaient à discuter le seul sujet possible ce jour-là, à High Pink. Soudain on entendit un coup violent contre la porte du salon, un cri perçant, puis plus rien. Et là-bas, fit Teddy Onfray. Et là-bas, fit-on aussi derrière le comptoir. M. Hall rangea tout, d'une main lente, mais sûre. Il y a quelque chose, dit-il en quittant le comptoir pour se diriger vers le salon. Teddy et lui s'approchèrent ensemble de la porte, attentifs, les yeux écarquillés. Il y a quelque chose, reprit Hall. Et Onfray fit un signe d'acquiescement. De désagréables bouffées d'une odeur chimique vinrent jusqu'à eux, puis le bruit indistinct d'une conversation très rapide, à voix très basse. Dites donc, vous n'avez besoin de rien? Demanda Hall en frappant à la porte. Les chuchotements cessèrent, il y eut un moment de silence, puis encore des chuchotements, puis encore un cri, non, non, vous ne ferez pas ça. Alors on entendit des mouvements, une chaise renversée, une courte lutte. Puis, de nouveau le silence. Que diable! S'écria Onfray entre ses dents. Vous n'avez besoin de rien, demanda encore Hall, d'une voix plus forte. Le pasteur répondit, d'une voix curieusement saccadée. Non, merci. Ne nous dérangez pas. Bizarre, dit M. Onfray. Bizarre. Répéta M. Hall. Il a dit, ne nous dérangez pas. J'ai pas entendu. Puis il a reniflé. Ils restèrent là, l'oreille tendue. De l'autre côté, la conversation était rapide et sourde. Je ne veux pas, déclarait M. Bunting, en élevant la voix. Je vous dis, monsieur, que je ne ferai pas cela. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Onfray. Il dit qu'il ne veut pas. Ce n'est pas à nous qu'il parle, hein? C'est honteux. Cria M. Bunting à l'intérieur. Honteux. Répéta M. Onfray. Je l'ai entendu distinctement. Qui est-ce qui parle, à présent? Monsieur Cuss, je pense, répondit M. Hall. Entendez-vous quelque chose? Un silence. Les bruits, à l'intérieur, étaient confus et indistincts. On dirait qu'il secoue le tapis de la table, dit Hall. Madame Hall apparut derrière le comptoir. Son mari lui fit des signes pour l'inviter à se taire. Cela réveilla en elle l'esprit conjugal d'opposition. Qu'est-ce que vous écoutez là? N'avez-vous donc rien de mieux à faire, un jour de fête comme aujourd'hui? Hall essaya de se faire comprendre par des grimaces et des gestes muets, mais sa femme était obstinée, elle éleva la voix. Hall et Onfray, découragés,
se retirèrent sur la pointe des pieds dans le bar, continuant à gesticuler pour la mettre au courant. Tout d'abord elle refusa d'ajouter foi à ce qu'ils avaient entendu. Puis elle exigea que Hall se tût, pendant que Humphrey lui racontait l'histoire. Elle était disposée à ne voir en tout cela que des sottises, sans doute, on avait remué les meubles. Je l'ai entendu crier, c'est honteux. J'en suis sûr, dit Hall. Je l'ai entendu aussi, affirma Humphrey. Ça ne prouve rien. Chut, fit monsieur Teddy Humphrey. Il me semble que j'ai entendu la fenêtre. Quelle fenêtre? La fenêtre du salon. Chacun se tenait attentif, l'oreille au guet. Les yeux de Madame Hall, dirigés droit devant elle, voyaient, sans voir, le rectangle lumineux de la porte d'entrée, la route blanche et animée, la façade de la boutique de Huckster, chauffée par le soleil de juin. Soudain, sur le seuil de sa boutique, Huckster parut, les yeux agrandis par l'émotion, les bras battant l'air. « Au secours !» criait-il. « Au voleur !» Il passa en courant dans le rectangle lumineux, allant vers la grille de la cour, et il disparut. En même temps venait du salon un éclat tumultueux, un bruit de fenêtre que l'on ferme. Hall, Humphrey et tous les clients du bar se précipitèrent dans la rue en se bousculant. Ils virent quelqu'un tourner vivement le coin, allant vers les dunes, et M. Huckster faire un bond qui se termina aux dépens de son nez et de son épaule. Dans le bas de la rue, les gens demeuraient immobiles d'étonnement ou accouraient. M. Huckster gisait là, étourdi par sa chute, Humphrey s'arrêta pour regarder, mais Hall et deux ouvriers sortis du bar continuèrent ensemble jusqu'au coin, en poussant des cris inarticulés, et virent M. Marvell disparaître derrière l'église. Il leur vint cette idée singulière que cet homme était l'homme invisible devenu subitement visible, et ils se précipitèrent tous à la fois à sa poursuite. Mais Hall avait à peine franchi une douzaine de mètres qu'il poussa un grand cri de surprise et tomba de côté, la tête la première, se raccrochant à l'un des ouvriers et l'entraînant par terre dans sa chute. Il avait été bousculé tout à fait comme au football. L'autre ouvrier fit demi-tour, regarda, et croyant que Hall était tombé par accident, il reprit la chasse, ce ne fut que pour recevoir un croc en jambe, tout comme Huckster. Puis, tandis que son camarade se débattait à ses pieds, il reçut de côté un coup à renverser un bœuf. Au moment où il tomba, la foule affluait de la place et tournait le coin. La première personne qui parut fut le propriétaire du jeu de massacre, un grand et gros homme vêtu d'un jersey bleu. Il fut étonné de voir, dans cette rue vide, 3 hommes couchés par terre, tout de leur long, sans raison apparente. Mais quelque chose heurta le pied qu'il avait en arrière, il retomba, la tête en avant, et roula de côté, juste de façon à embarrasser les jambes de son frère et associé, qui le suivit dans la poussière. Et tous deux furent frappés, piétinés, couverts d'injures par quantité de gens trop pressés. Lorsqu'Hall, Humphrey et les 2 ouvriers étaient sortis en hâte de la maison, Madame Hall, instruite par des années d'expérience, était demeurée dans le bar, auprès de la caisse. Brusquement, la porte du salon s'ouvrit, M. Cus parut, et sans la regarder, dégringola les degrés du perron, courant vers le coin de la rue. « Arrêtez-le » criait-il. « Ne le laissez pas jeter son paquet. Vous pourrez le voir aussi longtemps qu'il tiendra ce paquet. » Il ne se doutait pas de l'existence de Marvell, l'homme invisible avait saisi les livres et le paquet et les avait lancés dans la cour. Les yeux de M. Cus exprimaient la colère et la résolution, mais son costume était insuffisant, une sorte de petit jupon blanc, fripé, à peine convenable au pays des palicares. « Arrêtez-le » criait-il. « Il m'a volé mon pantalon. Et il a déshabillé le pasteur de la tête aux pieds. Courez après lui tout de suite. » Ordonna-t-il à Humphrey, en passant auprès de Huckster étendu la face contre terre. Mais, comme il tournait le coin pour rejoindre la foule en émoi, un coup imprévu le fit choir, lui aussi, dans une posture inconvenante. Quelqu'un en pleine course lui marcha lourdement sur un doigt. Il hurla, fit effort pour se remettre sur pied, fut frappé de rechef et jeté à 4 pattes, et il fut bien obligé de comprendre qu'il était, non le chasseur, mais le chassé. Tout le monde s'en retournait en courant vers le village. Il se releva encore et fut atteint fortement derrière l'oreille. Il chancela, puis, sans demander son reste, battit en retraite vers l'auberge, sautant par-dessus Huckster abandonné qu'il trouvait maintenant assis en travers de sa route. Déjà il était sur les marches de l'auberge, lorsqu'il entendit, derrière lui un cri de rage, dominant tout le brouhaha, et une claque retentissante qui s'abattait sur la joue de quelqu'un. Cette voix, il la reconnut,
C'était celle de l'homme invisible. Une seconde après, Monsieur Cus était de retour dans le salon. Le voilà qui revient, Bunting, dit-il en s'élançant à l'intérieur. Prenez garde à vous. Monsieur Bunting se tenait dans l'embrasure de la fenêtre, tout entier à la tâche entreprise de se composer une tenue décente avec le tapis de foyer et un numéro de la Gazette du Comté. Qui revient, demanda-t-il, en tressaillant si fort que son costume faillit se défaire. L'homme invisible, répondit Cus en se précipitant à la fenêtre. Nous ferions mieux de vider les lieux. Il se bat comme un enragé. Une seconde après, Monsieur Cus était dans la cour. Juste ciel! S'écria Monsieur Bunting, hésitant entre deux alternatives épouvantables. Il entendit alors une lutte terrible dans le corridor de l'auberge. Sa résolution fut aussitôt prise. Il sauta par la fenêtre, ajusta son costume à la hâte et s'enfuit à travers le village aussi vite que le lui permirent ses petites jambes grasses. Depuis le cri de rage poussé par l'homme invisible et la fuite mémorable de Monsieur Bunting, il est impossible de donner un compte rendu suivi des événements. Il se peut que l'intention première de l'homme invisible ait été de couvrir simplement la retraite de Marvel, porteur des vêtements et des livres. Mais son caractère, qui n'était jamais bien égal, semble avoir ressenti quelques sautes de vent, il se mit à frapper, à renverser tout le monde, pour le plaisir, par amour de l'art. Figurez-vous la rue pleine de gens qui courent, les portes se ferment avec violence, on se bat pour trouver un refuge. Imaginez les envahisseurs qui rencontrent l'échafaudage, on équilibre instable, la planche et des chaises du vieux Fletcher, imaginez-vous le cataclysme. Ailleurs, c'est un couple épouvanté, cruellement surpris sur une balançoire. Le flot tumultueux a passé, la grande rue d'Iping, avec ses jeux et son pavoisement, est déserte, seul, du moins, le fléau invisible continue d'y sévir. Ça et là, les débris du jeu de massacre, des lambeaux de toile déchirés, les marchandises éparses d'une boutique de sucrerie. Partout, le bruit de volets qui se ferment, de verrous qui se tirent, du genre humain on n'aperçoit plus, par-ci, par-là, qu'un œil sous une paupière clignotante, dans le coin d'une vitre. L'homme invisible s'amusa quelque temps à casser tous les carreaux de l'auberge, puis il lança l'une des lanternes de la rue dans la fenêtre du salon de Madame Grogram. Ce fut lui encore, sans doute, qui coupa le fil du télégraphe d'Aberdeen, un peu au-delà du cottage de Higgin, sur la route d'Aberdeen. Après quoi, en vertu de son essence particulière, il échappa tout à fait à la perception des hommes, il ne fut jamais plus ni vu, ni entendu, ni touché même, à Iping. Il s'évanouit complètement. Il se passa bien près de 2 heures avant que personne n'osât s'aventurer parmi la désolation dont la grande rue offrait le spectacle.